Bienvenue à tous et bienvenue dans ma thèse en synthèse. Je vais dire aujourd'hui c'est jeudi et comme ça chaque jeudi c'est le jour de ma thèse en synthèse, mais malheureusement ce n'est plus trop le cas. Mais on aura quand même des thèses en synthèse quelques jeudis. Donc pour présenter ma thèse en synthèse, si vous n'êtes jamais venu, eh bien c'est une initiative lancée par le Discord du Vortex où nos amis thésards viennent présenter leurs travaux à notre petite tribu de fans de sciences. Et aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur d'accueillir Réa. Comment vas-tu Réa? Bah bien, merci. Et toi? Et Ah vous, ouais, tous? ça va très bien, merci. Tu es en troisième année de thèse au... rappelle-moi, car j'ai eu un problème d'enregistrement hier et malheureusement je n'ai plus du tout ce que tu avais dit, c'est pas de bol. Je suis doctorante au laboratoire clé. Voilà. Donc cognition, langue, langage et ergonomie de Voilà. Toulouse. Et donc, à vrai dire, j'ai plus du tout tout ce que j'avais écrit sur toi, donc finalement la C'est pas diapo grave. d'hier... Tu veux que j'affiche ta oui, diapo tout de suite? tu Allez, peux faire soyons ta fous. diapo sur toi et comme ça on va voir. Voilà, parce que Parfait. je commence par un petit peu de narcissisme primaire. Eh ben, je t'en prie. Donc du coup, bon, je vais le lire pour toi. Donc, tu as commencé sur un bac S spé bio pour partir directement après dans une double licence LCCE anglais et lettres modernes. Un Pas joli tout de suite volte-face. après. Ah oui, En pardon. réalité, pas tout de suite après. Oui, Mais c'est un détail. Il m'a fallu quelques années avant de retourner en littérature et langue. ok. Mais Donc bref, petite parenthèse. pour continuer sur un master sciences du langage, mention linguistique, informatique et technologie du langage. En plus, tu fais un projet personnel qui s'appelle V-Link, qui est sur la linguistique et le jeu vidéo, globalement. Mhm. Et tu nous présentes par exemple ton GitHub et nous invites à aller sur HAL, c'est-à-dire Archives ouvertes, pour trouver un peu plus sur ce que tu fais. Tout à fait. Alors, je précise juste que le GitHub, pour l'instant, est pas franchement fourni, mais ça devrait être une semaine, j'espère. Mais voilà, j'y mettrai des résultats notamment et autres. Parfait. Donc, je vais maintenant lire ce petit résumé que tu nous as concocté et puis ensuite te laisser la parole. De par l'accroissement exponentiel des quantités de données à traiter et le développement d'outils informatiques et ressources de plus en plus perfectionnés, le traitement automatique des langues joue un rôle toujours plus important dans notre vie quotidienne. L'accès au sens reste cependant à ce stade un défi majeur. L'ordinateur peut-il comprendre le sens d'un texte? À ce jour, la sémantique distributionnelle reste un des seuls outils à la disposition des linguistes computationnels pour faire de l'analyse sémantique semi-automatique. Elle s'intéresse dans le cadre de sa thèse à l'utilisation d'outils sémantiques distributionnels et, et elle se pose plus précisément la question de la pertinence et l'apport de l'utilisation de ces outils pour la recherche en linguistique. Pour essayer de répondre à cette question, il faut étudier de façon plus spécifique les différences sémantiques entre certains noms construits. En quoi sculptrice diffère de sculpteuse et pavement de pavage. À toi. Eh bien, merci. J'ai vu que ma première diapositive avec le nom de ma... Donc, c'est l'intitulé de ma thèse actuellement. En a effrayé quelques-uns, je vous rassure, je vais un peu revenir sur ça après. Voilà, effectivement, Tofu a déjà un peu resitué tout ça, mais je suis donc une doctorante en troisième année, donc théoriquement dernière année, en donc linguistique et traitement automatique des langues. Donc d'abord, peut-être qu'il faudrait que je présente le traitement automatique des langues, ou TAL. Je risque beaucoup de parler de TAL plutôt dans cette présentation. En anglais, ce sera Natural Language Processing, NLP. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore forcément très connu. Et c'est pour ça que j'ai voulu un peu retracer mon parcours précédemment, pas par excès d'ego ou de narcissisme, mais parce que c'est un domaine qui reste encore assez mystérieux, caché dans son coin. Et je l'ai découvert un peu au hasard, entre guillemets, lors d'une réunion d'information sur les poursuites suite à un cursus en littérature ou en langue. Et en réalité, c'est un domaine qui se développe énormément et qui, je pense, dans les prochaines années, va prendre encore plus d'ampleur. Donc, c'est pas inintéressant de découvrir ce domaine-là. Alors, qu'est-ce que c'est finalement le TAL? Parce que depuis tout à l'heure, je ne vous en dis pas grand-chose. En réalité, donc, ça va être tout le domaine qui va être lié au développement et ou à l'évaluation
de données et de ressources pour pouvoir traiter de façon informatique, sous-entendu de façon plus ou moins automatique, toutes les données, langagières, que ce soit orales, écrit et cetera. Donc c'est vraiment une discipline, hein, qui se situe entre guillemets à cheval, à l'interface entre la linguistique d'une part, puisqu'il s'agit vraiment de travailler sur de la donnée langagière, sur la langue, et l'informatique d'autre part. Donc voilà, hein, il s'agit soit dans un certain pendant de développer, des outils ou alors de les utiliser, de les appliquer, pour faire, certaines, tâches particulières. Hem, alors le TAL, je vous dis que ça se développe, hein, que c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur. On le retrouve en réalité déjà dans la vie quotidienne, dans des applications très, très variées et plus ou moins complexes. Hem, on va retrouver des outils, de TAL ou en tout cas développés dans le cadre, du TAL, dans tout ce qui va par exemple être, vos assistants, vocaux, Siri pour ne nommer qu'elle, Alexa et cetera. Dans tout ce genre d'assistants par exemple, les tâches de reconnaissance vocale, de recherche d'informations quand vous allez demander, le temps ou un restaurant dans le coin et cetera. Ça va reposer sur des, applications du traitement automatique des langues. De la même façon, quand vous travaillez dans un éditeur ou un traitement, de texte du type Word, pour ne citer que lui, les correcteurs automatiques sont des applications du TAL. Plus ou moins complexes, hein, à différents niveaux, mais il y a cette réflexion sur la linguistique et l'application d'outils informatiques dessus. Un exemple aussi assez connu, hein, c'est la traduction automatique qui, à la à la rigueur, peut être considérée comme peut-être une des premières tâches de traitement automatique des langues qui ait jamais été, étudiée, et le fameux Google Trad, hein, qui, cela étant, s'améliore, de façon assez ahurissante. Donc le TAL, hein, ça regroupe un peu tous ces aspects-là. Hem Et je m'inscris dans cette veine, dans cette réflexion-là. Alors je précise tout de suite que je suis davantage linguiste qu'informaticienne. J'utilise un peu d'informatique moi-même, mais de façon très primaire, vraiment pour mes petits besoins personnels. Donc, heu, je pourrais vous renseigner sur certains aspects informatiques dans les méthodes que je vais vous présenter par la suite, mais je pourrais pas forcément vous donner avec, une précision, hem, très élevée, de détails, techniques, particuliers. Alors, je vais revenir un instant donc sur le sujet de ma thèse, hein, que j'ai intitulé de façon, sobre: «Confrontation des procédés dérivationnels et des catégories sémantiques dans les espaces distributionnels». Alors dans ce titre, hein, il y a 2 aspects qu'il faut voir. Le premier, hein, c'est la notion d'espace distributionnel. Donc ça, c'est la partie informatique. Hem, c'est un une façon de représenter les choses, j'y reviendrai après, qui relève de certains d'outils de sémantique distributionnelle qui se développent, de plus en plus, hein, en ce moment, ces dernières années et dont je vais essayer d'évaluer l'apport linguistique, dans le cadre de cette thèse. Je vais y revenir en détail, hein, mais comprenez ici que les espaces distributionnels, c'est un mode de représentation, hem, par le biais d'un outil et que je vais essayer de réfléchir à ce mode de représentation, à cet apport de cet outil. Et donc le reste de mon titre, hein, la question de confrontation des procédés dérivationnels et des catégories sémantiques. En réalité, donc là, je m'inscris dans une, réflexion, sur l'analyse sémantique. Alors, je parle de mots construits, on peut parler plus généralement en linguistique, de morphologie. Donc la morphologie, hein, ça va être, notamment la morphologie dérivationnelle, ça va être tous les procédés, les analyses, des procédés qui permettent de créer des mots. Donc je redonnerai des exemples, mais typiquement, hem, chanteur est un nom d'agent qui est construit sur la base du verbe chanter. J'y reviendrai un peu après, puisque je vais m'intéresser à ça précisément. Hem, mais voilà, il faut comprendre ici que quand je parle de procédés dérivationnels, c'est toutes ces opérations linguistiques qui permettent de créer des mots à partir d'autres mots. Et mon idée, c'est d'observer, hem, d'un point de vue sémantique, ces catégories dérivationnelles et voir si j'observe, des choses particulières. J'y reviendrai encore une fois, je fais beaucoup de teasing, hem, par le biais de ces outils de sémantique distributionnelle.
Alors je m'excuse par avance, si jamais vous entendez des petits bruits en fond, il se peut que ce soit mes animaux qui fassent la fête en arrière-plan. Je vais essayer de limiter ça un maximum. Alors, je vais revenir sur la sémantique distributionnelle, qui est donc, hein, le cadre, outillé dans lequel je m'inscris. Alors je ne sais pas si certains en ont entendu parler. Il est fort possible, hein, que vous en entendiez parler, hem, notamment par le biais de tous ces outils, de toutes ces découvertes liées aux word embeddings, aux représentations vectorielles, je vais y revenir. Ces outils-là, se basent sur une hypothèse linguistique qui s'appelle l'hypothèse distributionnelle, qui a été développée depuis maintenant, les années, 50, notamment avec Bloomfield au départ, mais dont on a vraiment une théorisation, particulière avec Harris et Firth. Donc l'idée, c'est que le sens des mots, leur contenu sémantique peut être, compris, peut être découvert, mis en avant par le biais des contextes dans lesquels le mot apparaît. Donc là, typiquement, quand on parle de contexte d'apparition, on parle de distribution. C'est pour ça qu'on parle d'hypothèse distributionnelle. Donc la citation qui est très, très connue, voire un peu trop connue, mais qui fait toujours son effet, c'est le «You shall know words by the company it keeps». Donc vraiment l'idée qu'on peut comprendre, on peut connaître le sens d'un mot grâce aux mots avec lesquels il apparaît dans un texte. Et cette proximité, cette similarité de distribution, si 2 mots partagent le même type de contexte, on va pouvoir s'en servir pour évaluer leur similarité sémantique. On va partir du principe que 2 mots qui vont partager le même type de contexte, qui vont apparaître dans le même type de phrase, vont être sémantiquement liés, sémantiquement proches. C'est l'intuition sur laquelle on se base, hein, finalement, sans trop y réfléchir, quand on analyse une bulle des Schtroumpfs. Je ne reviendrai pas avant quelques Schtroumpfs. Pour comprendre le Schtroumpf, on va se baser sur les contextes autour et on va essayer de retrouver, nous, dans notre mémoire, les mots qui apparaissent dans le même contexte. Donc là, ce serait heure, année, mois, peu importe. Mais on se sert intuitivement de cette hypothèse distributionnelle, de dire que, vu que Schtroumpf partage le même genre de contexte que, heure ou jour, on a de fortes chances que ce soit un mot qui y ressemble. Cette hypothèse, a été opérationnalisée, si je peux utiliser ce terme, a en tout cas été rendue fonctionnelle par le biais des espaces distributionnels ou des modèles distributionnels, peu importe comment on le qualifie. Ces modèles proposent de représenter, le sens des mots, sous la forme de vecteurs. Alors un vecteur, pour le faire simple ici, ça va être une suite de nombres, qui vont permettre de situer dans une sorte d'espace virtuel un mot donné. Je vous donnerai un petit exemple après, hein, là je pose juste un petit peu les bases. L'avantage de ces représentations-là, pour vous donner déjà une idée, c'est qu'on va pouvoir faire des calculs, vu que les vecteurs sont des entités, enfin des éléments, mathématiques, géométriques. On va pouvoir les manipuler, de façon algébrique. On va par exemple pouvoir calculer la proximité sémantique de 2 mots en se basant sur, le cosinus des 2 vecteurs. Encore une fois, j'y reviendrai. Ça va nous permettre d'évaluer, de quantifier en fait cette proximité, cette similarité sémantique pour une valeur qui va aller de 0, donc pour une proximité nulle, les mots n'ont aucun rapport entre eux, à un score de 1 pour dire que ce sont 2 mots qui sont synonymes, des synonymes exacts. Ce travail-là va nous permettre aussi de calculer, de trouver les voisins distributionnels. Alors un voisin distributionnel, il faut le voir comme étant le mot qui va être, de par cette distribution, de par ses contextes, sémantiquement le plus proche d'un mot pivot, d'un mot cible qu'on a envie d'étudier. Donc ces voisins-là, hein, sont récupérés, sont calculés à l'aide de ce score de proximité, évidemment. Un autre avantage, de cette représentation-là, et c'est sans doute un des avantages qui fait le plus parler de lui, en réalité, lorsqu'on va parler des espaces distributionnels, c'est les opérations algébriques qu'on va vraiment pouvoir faire sur les vecteurs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les additionner, les soustraire, les multiplier, etc. Et on va notamment pouvoir résoudre ce qu'on appelle des analogies.
Typiquement, hein, le système va pouvoir nous dire, hem, bah, si je fais femme plus roi moins homme, donc ici le vecteur de femme plus le vecteur de roi moins le vecteur d'homme, il va pouvoir nous dire quel est le vecteur le plus proche, ce qui correspondrait d'un point de vue linguistique à dire qu'est-ce qui est à la femme ce que le roi est à l'homme. Et ici la réponse est évidemment, reine comme l'a trouvé, Crazy Heart. Et ça, le système sait le faire, on arrive à retrouver cette idée-là. Donc évidemment, hein, ça émerveille un peu les gens de dire que waouh, le système arrive à, traduire de façon informatique une sorte de compositionnalité sémantique, hein, de dire que, la reine, c'est le roi, mais avec le petit sens de femme en plus. Voilà, c'est vrai que ça a quelque chose de très attrayant. Donc c'est vrai que ces espaces distributionnels, hein, pour travailler sur le sens, c'est quelque chose d'intéressant. C'est ce que je disais dans le résumé que je vous ai soumis, hein, c'est aussi pour l'instant, l'un des seuls outils qu'on a pour essayer de travailler sur le sens de façon, entre guillemets, «automatique», sur des quantités de données très, très importantes, sans que l'homme ait besoin nécessairement de dire au système: «Ça, c'est, telle chose». Alors, je reviens un instant sur cette histoire de vecteur, parce que jusque-là, c'est peut-être un peu trouble. Hem, L'idée, c'est donc, hein, je reviens un petit peu en arrière, de dire que les contextes d'un mot donné va permettre d'en définir le sens. Ça va être transformé, vraiment, hein, initialement, de façon très, très basique, sur la base d'un calcul de contexte. Donc là, je vous donne un exemple d'un corpus tout à fait fictif, de quatre phrases, donc ce qui est vraiment ridicule en soi, mais passons. Dans lequel, hein, on a des occurrences donc de parcours, itinéraire et voyage. Et de par les contextes dans lesquels apparaissent ces 3 mots-là, on va pouvoir définir un vecteur, une série de nombres ici, enfin de chiffres ou de nombres, hem, calculés sur la base des contextes. Donc en fait, on aura une valeur pour tout mot de contexte dans notre corpus. Donc là, on voit par exemple que, parcours apparaît une fois avec balisé dans notre contexte. Heu, on voit que itinéraire va apparaître, bon, en réalité, mon corpus aurait un peu plus de phrases que ça. Mais itinéraire apparaîtra par exemple 4 fois dans un contexte, d'étapes. Et on va pouvoir constituer comme ça nos vecteurs avec, je le rappelle, j'insiste, hem, une valeur pour chaque mot du contexte, balisé, traversée, étape, spirituel, on aurait aussi territoire, vaste, et cetera. Et donc chaque colonne, on va appeler ça une dimension, typiquement. Et c'est en comparant d'un mot à l'autre les dimensions, les valeurs de chacune de ces dimensions, qu'on va pouvoir estimer la proximité. Sur la base de ce premier tableau, on va pouvoir dire, bon, bah, parcours et itinéraire sont pas si distants que ça. Ils partagent quand même des valeurs communes avec balisé, traversée, notamment. Et puis on voit aussi qu'itinéraire et voyage partagent des choses assez communes, hein. Quand on regarde les valeurs des dimensions étapes et spirituelles, on est quand même sur des choses assez proches. Mais quand on va comparer parcours et voyage, bah là, il y a plus vraiment de valeurs communes, il y a plus vraiment de choses communes. Donc on va pouvoir estimer que sur la base de ces contextes-là, bah, voyage et parcours semblent un peu plus distants qu'ils ne le sont de itinéraire, par exemple. Et donc ça, cette matrice, hein, ce tableau avec, toutes nos dimensions, ça va permettre de constituer cet, espace vectoriel. Alors là, je vous en fais une représentation tout à fait, virtuelle, hein, faussée, puisque là, il s'agit d'une représentation à 2 dimensions. Alors qu'en réalité, on a un tableau qui contiendrait théoriquement des milliers, voire des milliards de dimensions, puisque je vous rappelle que chaque dimension correspond à un mot de contexte, donc à un mot du corpus. Le fait est que cette représentation-là nous permet de dire, du fait de leur distribution, de leur contexte, voyage et parcours sont relativement distants, mais bah, parcours est relativement proche d'itinéraire et voyage est relativement proche d'itinéraire. Donc on va partir, hein, de cette idée que spatialement, dans cet espace virtuel, les mots qui sont sémantiquement similaires vont être rapprochés et que les mots qui sont sémantiquement différents sont éloignés. Et c'est sur cette propriété-là qu'on va se baser pour, les calculs qui suivent.
Alors cette approche-là, hein, finalement, ça fait déjà presque décennies maintenant que ça a été mis en place. Cette approche a été renouvelée plutôt récemment, hein, dans les années donc 2010, avec l'intégration de cette magie que sont les réseaux de neurones et qui ont permis, hein, non pas révolutionner, l'approche, mais en tout cas d'en donner une autre efficacité, hein, d'en donner d'autres caractéristiques. Donc on a des nouveaux modèles, des nouveaux types d'espaces distributionnels qui sont apparus, les modèles prédictifs, qui se basent donc sur des réseaux de neurones. Et le principe, c'est que le système est entraîné à prédire, la présence ou non d'un nom dans un contexte donné. Donc pour le faire très court, hein, je ne vais pas forcément revenir sur tous les paramètres qui entrent en jeu là-dedans. On pourra y revenir si jamais ça en intéresse certains, mais encore une fois, c'est pas la partie sur laquelle je suis la plus au point, mais on pourra y revenir plus tard. Le fait est que, bah, ces modèles-là ont 2 avantages majeurs, à savoir, pardon, que déjà d'un point de vue computationnel, d'un point de vue informatique, ce sont des modèles qui sont beaucoup moins coûteux à entraîner, à utiliser que les modèles précédents. Ça s'explique parce que, les modèles précédents, je vous le disais, avaient une dimension par contexte, par mot de corpus. On se retrouvait rapidement avec des modèles qui contenaient des millions de dimensions. Là, les modèles prédictifs tels que ceux proposés par Word2Vec, qui est donc un des outils emblématiques, hein, de ces modèles prédictifs, on se retrouve avec seulement quelques centaines de dimensions. 100, 200, 300, on va dire. Dans le pire des cas, 500. Cette réduction, hein, des dimensions est faite c'est le fait justement des réseaux de neurones et de cette tâche de prédiction où le système va faire ses généralisations tout seul, et il va notamment, hein, regrouper des dimensions entre elles. L'autre avantage, c'est qu'il s'avère que cet outil est très, très efficace, hein. Il donne les mêmes performances que les modèles plus classiques, les modèles à base vraiment de contexte, voire donne de meilleurs résultats. Donc pour quelque chose de moins coûteux d'un point de vue informatique, on a les mêmes résultats, voire de meilleurs résultats. Bah, s'il y a des avantages, il faut qu'il y ait des inconvénients, sinon ce serait trop facile. Le premier inconvénient, c'est que ces systèmes nécessitent de grosses quantités de données, des quantités de données bien plus importantes que celles qu'on pouvait avoir besoin pour les modèles classiques. On parle en centaines de millions de mots, au minimum, ce qui fait beaucoup pour, la linguistique, traditionnelle, classique, telle qu'on peut, la concevoir. Donc ça nécessite, hein, de réfléchir aussi aux textes, aux corpus sur lesquels on travaille. Pour le français, par exemple, il n'y a pas encore des cents et des mille de corpus qui contiennent des centaines de millions de mots. Il y a Wikipédia, il y a le corpus du web, FRWAC, et il y a, maintenant un nouveau corpus du web, FRKO. Le deuxième inconvénient, c'est ce qu'on appelle un effet boîte noire, qui est lié, encore une fois, à cette tâche de prédiction, au réseau de neurones, et cetera, qui fait que l'on n'a plus, la vision sur le pourquoi du rapprochement de 2 mots. Les modèles classiques, je vous le disais, hein, avaient une dimension pour un mot. Donc si on avait 2, par exemple, parcours et itinéraire qui étaient rapprochés, on pouvait retrouver les dimensions qui les rapprochaient et donc évaluer la raison de cette similarité, sémantique et donc distributionnelle et donc sémantique. Avec ces modèles prédictifs et ces centaines de dimensions, mais qui sont des agrégats finalement de choses dont on ne sait pas trop ce que c'est, hein, finalement, on n'a plus ce retour linguistique, cet accès linguistique aux raisons de ces rapprochements. Donc la question inévitablement, hein, s'est posée, chez les linguistes de savoir si on pouvait «faire confiance» entre guillemets, à ces outils-là, à ces modèles prédictifs, pour ce qui était d'apprentissage, de l'acquisition de connaissances d'un point de vue linguistique. Ça marche très, très bien pour des tâches de similarité, pour des tâches d'analogie telles que je vous montrais avec, femme, roi, homme, et cetera. Ça donne des bons résultats, ça donne les résultats qu'on veut. Mais on ne sait pas nécessairement si on peut apprendre des choses en recherche, fondamentale, en linguistique. Et c'est une des questions sur lesquelles moi j'essaye de travailler,
dans le cadre de ma thèse. Donc c'est vraiment finalement la question, que je me pose d'un point de vue méthodologique dans ce travail, c'est: est-ce qu'on peut utiliser la sémantique distributionnelle pour faire de la recherche en linguistique et dans quelles conditions? Est-ce qu'on peut utiliser l'outil comme ça? Quel genre de précautions il faut avoir? Qu'est-ce qu'on peut espérer? De quoi il faut se méfier? Et cetera. Et puis je vais au passage essayer aussi d'apprendre des choses d'un point de vue linguistique, sur des mots donc que je vous disais construits, des mots que l'on va former à partir d'autres mots. Et donc j'ai pour ça quelques pistes, quelques objets d'études un peu plus spécifiques sur lesquels je vais travailler. À savoir notamment donc la construction de noms d'agents. Donc le nom d'agent, c'est le nom d'un humain généralement. C'est une définition qu'on peut revoir, mais on va dire ici, pour simplifier les choses, que c'est un nom d'humain qui va faire une action donnée, l'action étant généralement spécifiée, enfin le fruit du verbe de base. Donc un entraîneur, c'est un homme qui entraîne, pour donner un exemple, basique. Je vais me poser des questions donc sur ces noms d'agents et plus spécifiquement donc sur le féminin, enfin sur les noms d'agents féminins, puisque en réalité, sémantiquement, on a observé des différences, j'y reviendrai un peu après, entre le féminin et le masculin. Une entraîneuse, si vous connaissez le sens de ce mot, ce n'est pas simplement une femme qui entraîne, enfin qui entraîne comme on va qualifier un entraîneur. Hem, on va aussi observer des différences, enfin on va observer en tout cas l'existence dans certains cas de 2 mots construits qui vont théoriquement faire référence à la même entité, sculpteuse et sculptrice, hem, qui viennent tous les 2 donc de sculpter, et qui désignent a priori, la femme qui, fait de la sculpture. Pourquoi ces 2 formes existent? Est-ce qu'il y a une différence entre ces 2 formes peut-être finalement? Hem, qu'est-ce que la sémantique distributionnelle peut nous en dire? Hem, cette même question de concurrence, d'existence de 2 formes, a priori différentes, mais qui sont censées avoir le même sens ou en tout cas référer à la même chose, se pose aussi pour un autre type de nom, les noms d'action. Alors les noms d'action, ce sont, bah, comme leur nom l'indique, les noms qui vont désigner une action. En général, on considère que c'est simplement sémantiquement la même chose qu'un verbe, mais simplement sous une forme nominale. Donc pavage, c'est l'action de paver, par exemple. Et là encore, on observe, par exemple pour pavé, l'existence à la fois de pavage et de pavement. Et si vous regardez dans le dictionnaire, a priori, vous aurez les mêmes définitions pour les 2, ou en tout cas qui reviendront au même. Donc moi, je vais me poser ces questions, mais je vais pas me poser ces questions-là juste à l'échelle d'un mot donné, par exemple de juste entraîneuse ou juste, pavage. Je vais essayer de m'interroger à l'échelle plus globale de l'ensemble du procédé de construction. Est-ce que H globalement, se distingue de ment? Est-ce que Euse globalement est réellement différent de Ris? Heu et est-ce qu'on a un comportement de la construction en Euse, qui va être spécifique? Je vais me poser un peu ces questions-là. Donc l'idée, pour réfléchir à ça, ça va être d'exploiter cette, capacité, des modèles distributionnels à jouer sur la compositionnalité, que je vous montrais tout à l'heure, notamment avec femme, roi, homme et reine. Avec l'idée que donc la construction de nouveaux mots par dérivation, par, l'ajout d'un suffixe notamment, peut être considérée comme un ajout de sens. Alors c'est une théorie qui en linguistique fait encore un peu débat selon les théories dans lesquelles on s'inscrit, mais on a cette idée de dire que, hem, entraîneur, c'est entraîner plus finalement un contenu sémantique qui serait associé au suffixe -eur qui correspondrait à la notion d'agent, par exemple. Et donc moi je vais essayer de me baser un peu sur cette idée-là, pour faire mon étude. Hem, mon objectif, je vous le disais, c'était pas juste de travailler à l'échelle d'un mot donné, mais à l'échelle d'un ensemble de mots, avec l'hypothèse que ce sens de nom d'agent, hem, va être partagé par tous les membres de cette catégorie des noms d'agents. C'est-à-dire qu'on va retrouver ce sens parmi tous les noms d'agents qui existent, donc coiffeur, chanteur, chauffeur et cetera. On va dire qu'ils vont tous partager un sens commun, un petit composant qui va être ce sens d'agent. Et on fait donc l'hypothèse qu'on va pouvoir accéder à ce sens-là, hem,
dans l'espace distributionnel et qu'on va pouvoir représenter, entre guillemets, ce sens moyen, ce sens partagé, ce sens moyen. Et donc, bah, très bêtement, entre guillemets, hein, pour accéder à ce sens moyen, pour essayer d'analyser ce sens moyen, on va essayer de le représenter, donc de faire une représentation moyenne du sens des noms d'agents. Et pour ça, on va faire un vecteur moyen sur la base des vecteurs des noms d'agents. Si je reviens à mon petit schéma de tout à l'heure, avec parcours, itinéraire et voyage, l'idée ce serait de dire que finalement, bah, parcours, itinéraire et voyage, ils partagent quand même un sens commun malgré leurs différences, que je vais ici appeler voyage en majuscule, mais qui est cette idée de déplacement, voilà, de déplacement, de voyage, d'itinéraire. Je reviens un petit peu sur les mêmes mots à force, hein, mais on va dire qu'il y a une sorte de sens un peu commun partagé entre ces mots-là. Et vu qu'on avait dit que d'un point de vue spatial, les mots étaient rapprochés sur la base de leur similarité sémantique, hem, on va faire l'hypothèse finalement que si on va au cœur de cette zone délimitée par les noms qui nous intéressent, on va retrouver ce sens, ce sens moyen, ce sens prototypique de ce groupe-là donné. Et donc ce qu'on cherche à trouver nous, c'est ce petit point rouge là, voyage au milieu, mais pour les noms d'agents ou pour les noms ou pour, d'autres catégories de noms. Alors normalement à ce stade de la présentation, je vous demanderai si ça va, mais c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Mais vous pourrez vous plaindre après de mon incapacité à éclaircir tout ça. Alors, donc moi je vous disais, je vais plus spécifiquement, je vais y arriver, m'intéresser donc au nom d'agent, alors au nom d'agent construit à partir de verbes, formé à partir d'un verbe, grâce au suffixe -er, -eus et -ris. Donc typiquement chanteur, chanteuse, à partir de chanter. Pour les noms d'agents, c'est-à-dire vraiment ici les noms humains. Et les noms d'instruments, comme détonateur ou moissonneuse, toujours à partir de verbes, donc détonner ou moissonner. Alors ici, ce que je vais retenir de la littérature, alors je vous mets pas forcément dans cette présentation les références, notamment desquelles je me sers dans ma thèse, mais si vous en voulez, je pourrais vous en communiquer après. Là, c'était pour alléger un peu les diapositives, mais n'hésitez pas après coup à me demander évidemment. Il a été montré, en tout cas dans la littérature, hein, déjà qu'il y avait une différence de sens, de genre évidemment, entre le masculin et le féminin, entre chanteur et chanteuse, entre entraîneur et entraîneuse. Mais pas que. Donc là, je vous montrais l'exemple de entraîneur-entraîneuse, où entraîneuse a un petit sens en plus, qui est fort peu, au demeurant, valorisant. Et c'est le même cas, la même chose, hein, qu'on retrouve notamment en anglais avec Mister et Mistress, où on a encore une fois, hein, effectivement, c'est l'équivalent féminin de Mister, mais on a un petit quelque chose en plus. Par ailleurs, on a observé aussi dans la littérature, hein, de façon assez affirmée pour le coup, qu'il y avait aussi une différence entre les différents suffixes féminins. Donc moi, je me concentre sur eux et ris. Effectivement, on pourrait rajouter d'autres suffixes, mais moi, je me concentre sur eux et ris puisqu'on a eu réellement une distinction entre ces deux suffixes dans la littérature, l'un des deux étant considéré comme plus valorisant, comme plus accepté que l'autre. Directrice, enfin le suffixe ris étant plus valorisant, comme dans directrice, alors que euse en général va être considéré comme un peu plus péjoratif. Mais j'y reviendrai, on verra en termes de résultats ce que ça donne. L'autre principal groupe d'éléments sur lesquels je travaille, ça va être les noms d'action, comme je vous le disais. Âge, ion, aimant, principalement en termes de suffixes. On a beaucoup d'autres suffixes pour créer des noms d'action en français, mais ce sont quand même les 3 suffixes les plus présents, les plus productifs, qui produisent le plus de noms. Et c'est aussi 3 suffixes dont on dit, généralement, plus ou moins, de façon plus ou moins, ça a changé un peu dans les travaux, mais pendant longtemps, on a dit que ces suffixes-là étaient sémantiquement équivalents. C'est-à-dire que pavage et pavement, finalement, c'était la même chose et les 2 formes vont coexister parce que le locuteur ne saura pas quelle forme utiliser par rapport à l'autre, etc. Mais finalement, ça va être des contraintes soit
syntaxique, lié à d'autres aspects que simplement le sens, qui va justifier l'utilisation de agion ou non. Donc, alors, une chose que je vous ai pas précisée jusque-là avant de passer au résultat, c'est qu'effectivement, alors je vais revenir quelques secondes en arrière, voilà, ici, je vais construire pour ces groupes, pour ces différents suffixes, pour les noms en heure, les noms en euse, les noms en ris, etc. Je vais construire ce petit vecteur moyen, ce petit point rouge dans mon espace vectoriel. Mais pour pouvoir derrière analyser le sens que je vais capter par ce petit point dans mon espace, je vais pas juste pouvoir aller voir dans mon corpus, dans mon texte, puisque ce n'est pas un mot qui existe en tant que tel. Je vais pas pouvoir aller le chercher dans mon texte et voir dans quel contexte il est utilisé. Ce que je vais faire pour essayer de l'analyser, c'est que je vais me baser sur donc les voisins distributionnels dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, encore une fois, les mots qui vont partager le plus de distribution, la plus grande distribution, le plus de contexte, avec cette entité un peu abstraite que j'ai calculée. Donc je vais vraiment me baser sur ces mots les plus proches, d'un point de vue distributionnel, j'entends, pour faire mon analyse. Donc je vais vraiment bêtement prendre une liste de 50 noms, les 50 premiers voisins, les 50 mots les plus proches, et je vais essayer d'en tirer des conclusions sur le sens de cette entité que j'ai construite. Et donc là, je vous présente les 50 premiers voisins de mon vecteur moyen pour les noms d'agents en heure. Alors je vous rassure, hein, c'est la seule liste que je vais vous présenter comme ça parce que c'est un peu indigeste, je le reconnais tout à fait. Mais c'est pour vous donner un peu une idée du genre de résultats, le genre de choses sur lesquelles je vais travailler. Alors, ce qu'il faut retenir de ce résultat, enfin de ce tableau, hein, parce que évidemment je vais pas commenter chaque mot, ça va être un peu long et un peu embêtant, je pense. C'est qu'on est assez satisfait puisqu'on retrouve des noms d'agents et des noms d'instruments. Alors, j'étends ici nom d'instruments à tout ce qui va être plutôt nom d'artefacts qu'on va utiliser pour faire des choses, qui ne seront pas nécessairement des noms d'instruments dans le sens le plus prototypique, hein, que l'on utilise dans la littérature, mais globalement, on a quand même des noms qui vont dans le sens du sens. Alors ça fait très redondant, sens du sens. Qui confirme un peu le sémantisme qu'on visait, hein, l'instruction sémantique que l'on visait. Alors, petit constat un peu, je tiens à le préciser, mais on pourra y revenir plus tard si jamais c'est une question qui vous travaille. On notera quand même que parmi ces 50 premiers voisins, on ne retrouve pas uniquement des mots qui nous ont servi initialement à construire notre vecteur, notre moyenne, notre représentation moyenne. C'est quelque chose, dont on pouvait, s'inquiéter, hein, se dire: «Bon, est-ce que, si on construit un vecteur moyen, finalement, on a de fortes chances que ce qu'on trouve autour, ce soit d'abord ces vecteurs initiaux qui nous ont servi à le construire». Finalement, on en trouve assez peu. Alors là, je vous donne pas tous les chiffres précis. Évidemment, les chiffres, je les ai dans des articles et dans des, publications. On pourra y revenir plus tard si ça vous intéresse, mais en tout cas, sachez, voilà, c'est vraiment pas majoritaire, heu, par rapport, à la quantité de voisins analysés. Alors pour les autres catégories, je vais pas vous remontrer des listes parce que c'est un peu embêtant pour tout le monde. Je vais simplement vous cibler certains types de résultats que j'ai pu observer. Donc pour ce qui est notamment du féminin, on constate quelque chose de très intéressant. C'est qu'on retrouve, hein, cette distinction qui avait été ébauchée, enfin affirmée dans la littérature, mais sur la base de petits exemples individuels. On retrouve cette différence de connotation qui est quand même très, très marquée quand on regarde les voisins de Euse. Alors pour le plaisir, hein, de les dire parce qu'on ne dit pas tous les jours ce genre de mots, mais gitane, soubrette, allumeuse, diablesse, cochonne, etc. Donc là, on a clairement des noms. Alors évidemment, hein, je vous mets parmi les 50 voisins, les voisins qui sont les plus marqués, qui montrent le plus, hein, le genre de résultat qu'on veut. Mais c'est quand même intéressant de voir que en tout cas que l'agent féminin avec le suffixe euse, voilà, l'agent féminin est quand même qualifié par rapport à ses propriétés comportementales liées au sexe, par rapport à son statut marital avec marié. Alors là, je vous ai pas mis des exemples, mais on a aussi des noms de vêtements avec, salopette, mini-jupe, et cetera.
Dans les noms les moins marqués, on a des choses comme cuisinière, chauffeuse, chocolatière, mais qui restent finalement, hein, on a envie de dire, liées à des aspects associés culturellement à la femme. Alors que pour Risk, quand on regarde, on a finalement des noms de métiers tout à fait, respectables, et cetera. Alors oui, effectivement, il y a une petite coquille sur musicienne, veuillez m'excuser pour ça. Donc on arrive à montrer à l'échelle de l'ensemble des noms d'agents en RIS et en EUS, et pas juste sur quelques exemples qu'on a ciblés dans un texte donné, qu'on a cette différence de connotation et qu'effectivement les noms en EUS sont généralement utilisés dans un contexte clairement moins valorisant que, les noms en RIS. Alors pour les noms d'action, je vais aller un peu plus vite parce que c'est un peu moins frappant et c'est des résultats sur lesquels je travaille encore par le biais d'autres études. On constate qu'il y a quand même une différence sémantique entre les noms d'action construits en age, en ion et en ment. L'intuition qu'on a en observant les résultats, en observant les 50 premiers voisins, c'est qu'on a un degré variable de technicité pour les noms qu'on a ramenés. L'observation, hein, c'est finalement que les voisins du barycentre, enfin du vecteur moyen, pardon, construit pour âge, vont être globalement plus techniques, vont faire référence à des actions qui sont plus spécifiques, qui demandent des connaissances particulières, qui vont être liées au monde de l'industrie, de ce genre de domaine. Alors que les noms en ion, au contraire, vont être beaucoup plus génériques, souvent polysémiques, assez vagues. Action, manipulation, application. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, et c'est, en tout cas de façon générale, moins technique que usinage, broyage ou soudage. Et puis Baman se trouve un petit peu entre les deux, avec des choses qui peuvent être un peu techniques, mais qui le sont un peu moins que âge, mais qui en même temps ne sont pas aussi génériques que ion. Alors là, en ce moment, je suis en train de travailler sur ces aspects-là, en essayant d'objectiver un peu ces observations, en trouvant des critères liés à ces différents noms, dans les corpus notamment, dans des ressources externes, pour essayer de justifier ça. On a des théories, en tout cas en linguistique, qui disent que le suffixe âge aurait été beaucoup utilisé à l'époque de la révolution industrielle. Alors l'anglais aurait emprunté au français ce suffixe-là et aurait construit beaucoup de noms d'actions pendant la révolution industrielle, donc nécessairement des noms qui seraient liés à l'industrie et à tous les procédés et processus liés à l'industrie. Noms qu'on aurait aussi plus ou moins derrière réempruntés. C'est pas une théorie qui a encore été prouvée ou qui a été encore acceptée de façon unanime, mais on a ce genre de piste, hein, pour justifier ce genre de résultats. Alors, je vous donne en complément d'autres types de résultats qu'on peut obtenir. Donc je vous ai pas forcément décrit les réflexions que j'avais derrière cela parce que ils font pas l'objet principal de ma thèse, hein. Ce sont des études que je mène un peu en parallèle, en collaboration avec d'autres chercheurs de mon laboratoire ou d'autres laboratoires. Donc c'est encore des choses un peu plus encore en cours pour beaucoup. Mais on peut vraiment observer des choses très très fines avec l'outil distributionnel. Là, ce que je vous montrais finalement, c'est des différences sémantiques qui sont assez visibles globalement, pour lesquelles on s'attendait à avoir ce genre de résultat-là. On est content que ça marche parce que ça montre qu'on peut utiliser la sémantique distributionnelle pour étudier ça. Mais voilà, j'ai pas réinventé la roue a priori en faisant ça. Mais on se rend compte, hein, via 2 autres études que je suis en train de mener, on peut observer des choses beaucoup plus fines et pour lesquelles on pouvait douter initialement de pouvoir les étudier avec la sémantique distributionnelle. La première catégorie d'objets sur lesquels j'ai pu travailler en parallèle, c'est ce qu'on appelle les noms capsules ou les noms sous-spécifiés. Or ces noms-là, comme leur nom l'indique, ce sont des noms qui n'ont pas un contenu sémantique spécifique, qui ne sont pas très définis d'un point de vue sémantique, et qui en réalité vont se spécifier, vont prendre un sens en encapsulant. Alors c'est un terme un peu, ça fait un peu particulier à dire comme ça, mais en gros, ils vont reprendre le contenu du contenu qui aura été dit soit avant dans la phrase, soit après. Donc typiquement, des phrases comme l'idée c'est que cette population a évolué, etc., etc. Le mot idée, ça va être un nom capsule dans le sens où ça va être un mot qui va être défini d'un point de vue sémantique que par la reprise de
la population a évolué, blablabla. Donc on a un certain nombre de noms comme ça qui sont sémantiquement vagues, mais qui servent à construire le discours, hein, en reprenant des choses, en servant de base pour une énumération. Quand je vais donner, il y a plein de raisons pour ça, par exemple, blablabla. Hem, on va avoir comme ça des systèmes discursifs qui vont permettre de construire le discours. Moi, j'ai travaillé dans le cadre de cette petite étude, hein, sur 7 noms communément reconnus comme étant des noms capsules, donc décision, fait, idée, possibilité, problème, question et raison. Et donc j'ai fait la même manip, hein, que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire j'ai fait mon petit vecteur moyen, j'ai regardé un peu mes voisins. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que dans dans le voisinage de ce vecteur moyen, donc les mots les plus proches de ce vecteur moyen sont eux-mêmes soit des noms capsules, soit des noms qui pourraient être qualifiés de noms capsules du fait de leur sous-spécification sémantique. C'était pas gagné nécessairement, hein, de trouver ce genre de résultat, puisque je vous rappelle que sémantiquement, finalement, c'est des mots qui sont utilisés dans plein de contextes, vu que, sémantiquement assez pauvres. Donc c'est intéressant de voir qu'on peut accéder à ce genre de résultats, puisque ça va permettre notamment, hein, d'identifier, des noms, donc les noms capsules en corpus. Le deuxième type de résultat, le deuxième type d'objet sémantiquement fin, hein, sur lequel je vais pouvoir travailler avec la sémantique fonctionnelle, ça va être la sous-typologie des noms d'agents. Alors, l'idée, d'un point de vue linguistique, c'est qu'on a parmi les noms d'agents, chanteur, coiffeur, etc., différents types de noms d'agents. On va par exemple distinguer les noms d'agents statutaires comme coiffeur, déménageur. Une autre façon de parler, ça va être de parler de noms de métier. Généralement, les noms de statut, ça va souvent recouper avec les noms de métier. Et on va les distinguer de noms dits occasionnels, donc par exemple agresseur. Agresseur, c'est un mot qui va permettre de qualifier un agent sur la base d'un événement qui a eu lieu à un moment donné, mais qui n'est pas définitoire de la personne. On va dire Pierre est coiffeur, mais on va pas dire Pierre est agresseur. Ou alors ça va vraiment sonner un peu bizarre à l'oreille. On a vraiment cette distinction sur ce qui va définir l'agent de façon intrinsèque, c'est un coiffeur, de l'agent qui va réaliser une action à un moment donné, un événement donné, et qui va lui valoir sur cette, lié à cet événement-là, un nom d'agent, donc ici agresseur. Et puis, il a été ébauché assez récemment une troisième catégorie, on parle de noms dispositionnels, qui là va faire référence, qui va pas être définitoire de la personne. On ne va pas dire par exemple Pierre est séducteur. En tout cas pas séducteur dans le sens, dans l'utilisation d'un nom d'agent. Et en même temps, c'est pas nécessairement une seule occurrence, ça peut être quelque chose d'habituel. Pierre aura l'habitude de séduire, donc ça va être un séducteur. Mais il ne sera pas séducteur juste parce qu'il aura séduit une fois une personne. Typiquement pour reconnaître ces noms dispositionnels, on va pouvoir utiliser des adjectifs. C'est un grand séducteur, mais pour dire non pas qu'il est grand dans le sens il mesure 2,50 m de haut, mais pour dire qu'il le fait très souvent, par exemple. Et donc, on a pu travailler sur ces, 3 catégories de noms d'agents et on a pu déjà montrer, ce qui est un premier résultat en soi, qu'il semblait bien y avoir 3 catégories, puisque je vous rappelle que les noms dispositionnels, c'est encore assez récent, hein, le fait de les considérer comme une catégorie à part entière. Donc déjà, on a pu montrer qu'il y avait effectivement 3 groupes a priori, d'un point de vue, distributionnel et on a pu commencer à établir des corrélations entre ces 3 groupes, d'un point de vue sémantique, avec des critères, formels notamment de, catégorie de la base, de, de construction, quel suffixe on utilise davantage pour créer tel type de nom, etc. Donc on arrive vraiment à avoir quelque chose de très, très fin pour le coup. On ne s'attendait pas à obtenir des résultats lorsqu'on a commencé ce travail-là. On a été très agréablement surpris d'avoir ce genre de résultats. Et c'est sur ce que j'arrête cette présentation-là de mon travail de thèse. Je vous remercie de votre attention. Évidemment, je peux répondre à vos questions dès maintenant.
Alors, merci beaucoup pour ta présentation, hein. C'était super, c'était passionnant. C'est franchement un domaine bah, que je ne connaissais pas et le découvrir comme ça, c'est vraiment génial. Donc, bravo à toi, hein. Comme on peut Merci. le voir, beaucoup d'applaudissements, hein, de la part de notre public. Oh, je vois ça. Merci. Donc, une Alors, fois je n'est suis pas contente que coutume, ouais. ça peut être un peu dense, donc n'hésitez pas, au risque d'être cliché, toutes les questions sont il n'y a pas de questions stupides. Donc, je vais commencer par donner la parole à Peroxyde. Je vous vois démuté. Ouais, on m'entend comme ça là? Oui, on t'entend bien. Ok, super. Bon, en fait, c'est la question que j'avais posée un petit peu plus haut dans le chat là. Bah, d'abord, bravo et merci pour la présentation. Mmh. De Donc, c'est rien. la question que j'ai posée un petit peu plus haut dans le chat. C'est dans tes résultats sur les mots capsules, tu en arrives à la conclusion que donc ils sont sémantiquement pardon, proches et tu trouvais d'autres mots qui étaient sémantiquement similaires. Ouais. Mais on s'entend que idée, enfin, je sais plus quel mot il y avait, tu avais utilisé plusieurs termes, Ouais. idée. euh, Idée, Ils fait, sont sémantiquement, problème. ouais, ils sont Mmh. sémantiquement très différents les uns des autres à la base, et même, j'imagine, le sens de la phrase qu'ils encapsulent, ils peuvent être sémantiquement très différents aussi. Donc, est-ce Ouais. que c'est pas plutôt que l'outil que tu utilises pour distribuer les mots dans l'espace vectoriel ne se limite pas juste à la sémantique des mots, mais aussi à leur rôle dans la phrase? Alors c'est une bonne question. Là, en faisant ce travail, nous, on a fait l'hypothèse que alors certes, ces noms allaient être sémantiquement assez pauvres, assez peu définis, mais qu'ils allaient néanmoins partager certaines propriétés. Alors je suis pas rentrée dans le détail, de ces noms-là, mais en réalité, il y a différents types de noms capsules dans la mesure où ils ne vont, pas pouvoir être utilisés de la même façon. Donc on a quand même des alors, c'est un bien grand mot de parler de spécificité sémantique pour les noms capsules, mais on a quand même des comportements sémantiques qui vont varier en fonction des noms capsules. Hem, Typiquement, si je reviens sur des aspects notamment, syntaxiques ou, des notions de rôle, de fonction. Les noms capsules sont connus, hein, pour entrer dans certaines constructions particulières. Quand je donne l'exemple de l'idée c'est que cette population ou l'idée est que cette population ou encore l'idée que cette population, on parle dans certains types de constructions-là. Et il s'avère que, les noms capsules ne rentrent pas tous de la même façon dans ces patrons-là, dans ces schémas syntaxiques. Alors évidemment, j'imagine que d'une certaine façon, les aspects fonctionnels, syntaxiques doivent influencer, enfin je le fait qu'on se base sur les contextes et sur, les la distribution prend en compte d'une certaine façon le les constructions syntaxiques. Mais je pense intrinsèquement que ça quand même traduit, des propriétés sémantiques de ces mots-là, aussi, dissoutes soient-elles. Hem, alors pour répondre à la deuxième partie de ta question, je pense effectivement que ce n'est pas purement la sémantique qui est, compris par, les modèles distributionnels. C'est disons que si on reprend l'hypothèse distributionnelle originelle, de dire que c'est le contexte traduit le sens, on reste sur l'idée de sémantique. Alors le sens ici est construit notamment par la position pardon, du mot dans la phrase et donc intrinsèquement, entre guillemets, par sa fonction. Hem, mais ça reste principalement des aspects sémantiques. Je sais pas si j'ai répondu. Si, si, c'est bien. Bah, apparemment, c'est pas tranché quand même comme réponse, et C'est c'est ton avis, ou je vais dire, c'est comme ça que tu l'analyses ou que tu le ressens, mais c'est pas quelque chose d'acquis, quoi, comme interprétation. Bah, c'est un peu le problème de ce que enfin, notamment de ces modèles, à base de réseaux de neurones, c'est qu'il est compliqué de savoir pourquoi sur quelle base le système a rapproché 2 mots. Mhm. Donc enfin, il y a une étude, bon, c'est pas encore une véritable étude, c'est le travail qu'avait fait une étudiante, d'un collègue à moi, hem, qui avait voulu comparer les différents
les comportements de différents types de synonymes. Parce qu'en linguistique, on considère qu'il y a des synonymes qui vont être des variations liées, par exemple, au genre, au registre, etc. Et typiquement, ces différents types de synonymes se comportent différemment. On n'a pas le même genre de proximité en fonction du type de variation affichée par ces synonymes, par les paires de synonymes étudiés. Et c'est difficile de savoir pourquoi, dans la mesure où, encore une fois, on ne sait pas sur quelle base le système va rapporter. On sait que c'est plus ou moins lié à la distribution, puisque c'est le seul indice qu'il a à sa disposition. Mais on ne sait pas comment lui fait ses généralisations, comment il fait sa tambouille, quoi. Donc on ne peut pour l'instant que faire des hypothèses sur ce qu'on voit, notamment par le biais de ces voisins-là. Mais être tranché sur ces questions-là, ça reste encore un peu compliqué. Ok, bah merci. On va passer du coup à les questions écrites par Smadira, donc, qui te demande si tu observais des différences sémantiques au niveau de l'évolution de la langue française. Est-ce que les mots d'avant ont le même sens ou la même puissance que ceux de maintenant? Et qu'en est-il pour l'argot? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre. Cas, Alors ça a coupé sur ton micro, j'ai pas du tout entendu ce que t'as dit. est-ce qu'on m'entend là? Oui. Ok. Je commençais par dire que j'étais pas trop sûre de comprendre ce que Smadira voulait dire avec la même puissance. En tout cas, ce que je peux dire déjà à ce stade, c'est que ce qui est assez intéressant, c'est que ces dernières années, on a eu un grand nombre d'études qui se sont intéressées sur justement l'évolution du sens des mots, donc sur une approche diachronique, hein, une approche dans le temps. Et les modèles sémantiques, enfin les espaces distributionnels, permettent justement de faire ce genre d'analyse. Alors on a des schémas très rigolos qui permettent de visualiser le déplacement d'un vecteur dans un espace donné et qui traduit le changement de sens de certains mots. L'exemple traditionnel étant pour l'anglais le mot gay, dont on voit qu'il va évoluer dans le temps en se basant sur des corpus datant de différentes époques. Et donc on voit qu'au départ, gay se retrouve dans un environnement qui contient des mots comme joy, etc. Et petit à petit, qui va se déplacer pour se retrouver dans des contextes liés plutôt à des aspects de sexualité. Mais effectivement, hein, c'est le genre d'outil que l'on peut utiliser et que l'on utilise de plus en plus pour analyser des évolutions sémantiques de certains mots donnés. Alors pour le français, je ne sais pas si ça a encore été mené, parce que le problème, c'est d'avoir des corpus de la langue française qui soient suffisamment grands pour chaque période de temps qu'on veut comparer, ce qui n'est pas encore donné pour le français, à ma connaissance en tout cas. Mais effectivement, en tout cas, c'est des travaux qui se font dans d'autres langues. Après, pour ce qui est de l'argot, pour l'instant, encore une fois, je ne pense, en tout cas à ma connaissance, je ne pense pas que ça ait été fait. Là encore, à mon avis, pour des questions de corpus, parce qu'il faut avoir des corpus déjà qui contiennent de l'argot, qu'on ait pu identifier, et qui soient suffisamment grands, enfin quantitatifs, pour que le système puisse faire son apprentissage. Mais c'est typiquement le genre d'étude que l'on pourrait mener si tant est qu'on ait la ressource initiale. Et pour la question intermédiaire sur la puissance, malheureusement, j'aurais du mal à répondre en l'état, vu que je ne suis pas sûre de la comprendre. Mais oui, il y a certains mots, clairement, qui ont évolué sémantiquement. Ok, d'accord. Alors CXZ, à ton tour. Bonsoir, merci pour cette super conf. C'est toujours intéressant de voir ce qu'on peut étudier dans les structures comme celle-là, notamment avec les réseaux de neurones. Tu parlais justement de l'effet de boîte noire qui est typique des analyses à réseaux de neurones ou autres fameuses IA avec beaucoup de guillemets autour, et qui font des associations et des calculs et des structures complètement folles. On est un foutu d'analyser par ailleurs parce que c'est un petit peu le principe de les optimiser au maximum. Ouais. Est-ce qu'il y a justement des travaux, parce que moi je travaille pas assez dans mon domaine, est-ce qu'il y a des pistes ou des travaux ou des issues vers une sorte de formalisation de du contenu de cette fichue boîte noire
Mhm. pour attaquer directement, essayer de mettre en forme directement les relations des différents nœuds du réseau de neurones, ou est-ce que non, c'est foutu, c'est même fondamentalement l'intérêt de l'outil, c'est d'être au plus illisible et au plus machine pour être sûr que ça aille vite, qu'on puisse en tirer des résultats. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, ça te force à faire des hypothèses, peut-être pas à l'aveugle, mais en tout cas, sans hypothèse, tu en tireras rien. Et Mhm. avant d'avoir épuisé toutes les hypothèses possibles pour bien étudier tout le corpus, ça va être long, quoi. Alors, il y a des travaux qui se mènent en ce moment sur 2 axes d'études, enfin 2 axes de recherche. Un premier axe qui essaye malgré tout de décrypter les dimensions. Alors je pourrais retrouver l'article, j'avais notamment vu un article qui essayait de voir s'il y avait des corrélations en termes de dimensions entre certains mots qui étaient rapprochés. Donc d'essayer de voir s'il y avait des dimensions similaires ou qui évoluaient dans le même sens pour, par exemple, chien et chat, pour des mots dont on savait qu'ils étaient similaires dans cet espace, pour tenter d'identifier, bon, finalement, alors ces 3 dimensions-là semblent être quand même vachement associées aux animaux. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'expliquer que ce soit peut-être les dimensions qui expliquent ça, enfin qui expliquent par exemple le caractère animal. Donc ça, c'est un premier axe de travail qui a été mené, mais qui reste assez peu porteur finalement. D'autant plus que les dimensions varient à chaque nouvel entraînement, pour chaque nouveau modèle, donc c'est pas quelque chose qui peut être reporté d'un modèle à l'autre. Et je sais qu'en tout cas dans mon laboratoire, il y a une thèse là qui commence tout juste sur la tentative, enfin on essaye en tout cas de créer des modèles à partir d'apprentissage qui puissent être interprétés. Donc le but, c'est de vraiment créer un modèle qui fonctionne aussi bien, mais dont on puisse après derrière aller fouiller dans les systèmes pour voir le pourquoi du comment. Alors ça commence tout juste, hein. La doctorante est littéralement arrivée la semaine dernière, donc à ce stade, c'est un peu tôt pour dire si ça marche ou pas. Mais c'est une piste d'étude très sérieuse du moment. Ah, ok, merci. Ça ressemble effectivement à un genre de besoin qui va être de plus en plus pressant. En tout cas pour les C'est un peu le linguistes. français. Ouais. Oh, puis même, Ouais. enfin, pour toutes les autres personnes que je connais qui bossent avec des réseaux de neurones, c'est à la fois joyeux parce que ça marche bien, et le jour où on a envie d'en tirer des leçons, c'est compliqué, quoi. Enfin, en tout cas, merci pour la réponse. Sympa. Bah, de rien. Alors, continuons sur les questions avec Jadouninette. Hello, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Ah, ok. Salut, déjà, merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci. J'avais une question à propos des mots construits, enfin surtout au niveau du procédé dérivationnel. Ouais. Alors j'ai compris que tu utilisais des corpus en anglais. Est-ce que tu fais comment pour prendre en compte tout ce qui est néologisme ou mots empruntés d'autres langues dans les corpus? Et est-ce que tu pouvais travailler dessus? Alors, moi pour l'instant, je travaille sur des corpus en français. Mm. Parce que je travaille pour le français actuellement dans le cadre de ma thèse. Alors effectivement, c'est quelque chose que je n'ai pas précisé au début dans le courant de la présentation. Je sélectionne des noms dont on sait que ce sont des noms d'agents parce qu'ils existent dans une ressource qui a été développée par des collègues de mon laboratoire et qui regroupe un peu moins de 6000 noms d'agents en heure, dont on sait dire de quels mots ils ont été construits, de quel verbe ou de quel nom dans quelques rares cas. Donc j'ai de base ciblé les noms sur lesquels j'allais travailler. Et après, j'ai juste à dire, pour ces noms-là, dans mon modèle, je fais la moyenne des vecteurs de ces noms. D'accord. Mais je me base sur une ressource extérieure pour cibler les mots qui m'intéressent. Parce qu'en réalité, effectivement, dans mon corpus, si je cherchais juste les mots qui contenaient la chaîne de caractères heure, déjà, je m'en sortirais pas parce qu'il y aurait beaucoup, beaucoup trop de mots. Et puis, j'aurais des mots comme fleur, comme peur, comme blancheur qui ne m'intéressent pas, puisque pas des noms d'agents. Donc voilà, je me base sur une ressource extérieure de base pour vraiment cibler les noms, pour avoir un apport linguistique, en tout cas essayer de cibler un peu plus d'un point de vue linguistique mon objet d'étude. Pour ce qui est de la question de la néologie,
Alors déjà, la néologie dans un corpus, c'est pas nécessairement évident à cibler. J'avais fait un travail où on était parti de l'hypothèse, en tout cas, on avait défini un néologisme comme étant les mots, par exemple pour les noms d'agents. Je considérais qu'un nom d'agent était néologique dans le cadre de mon corpus. Si ce nom en heure n'était pas dans ma base de ma ressource initiale, et si je trouvais dans le corpus une forme qui pouvait être sa base. Donc en fait, j'avais un code à côté qui me permettait de prédire pour tous les noms en heure que j'avais dans mon corpus, sa base potentielle. Donc je recréais les verbes potentiels liés à une base donnée. Ce qui donnait des choses très très drôles parce que pour ordinateur, j'avais on me proposait des bases ordinatées par exemple. C'était assez rigolo. Et après, moi, j'allais voir en corpus quelle base existait réellement. Et ensuite, j'ai eu une phase d'annotation manuelle où je disais, bon, bah là, c'est vraiment un verbe. Là, par contre, ça n'existe pas. Enfin, ça ne correspond pas à un verbe qui donnerait ensuite le nom d'agent. Donc moi, c'est comme ça que j'ai défini la néologie dans mon corpus et que j'ai pu travailler sur des semblants de néologismes. Mais c'est une définition particulière de la néologie. Là. Enfin, c'est pas le néologisme tel qu'on l'entend vraiment. Et pour le coup, je pense que le plus simple serait de travailler à partir d'une base de données qui recense des néologismes à un instant donné, puisque encore une fois, les néologismes, c'est vraiment une définition très localisée dans le temps. Donc ça va dépendre de ton corpus en fonction de sa date de création, etc. Et de ta ressource à partir de laquelle tu pioches tes noms. D'accord, merci. J'ai juste une dernière question. Est-ce qu'à la fin, tu seras capable de parler le schtroumpf ou au moins de le comprendre? C'est-à-dire, avec la... C'est-à-dire que en fonction de, c'est-à-dire que si tu as schtroumpf dans une phrase, dans un contexte, tu seras capable d'analyser et de savoir quel mot est associé à ce mot-là en réalité. Ah oui, alors en réalité, si demain je donne un corpus qui fasse 100 millions de mots, où j'ai alors il faudrait que ce soit un seul type de mot, par exemple, que ce soit tous les coiffeurs du corpus qui soient remplacés par schtroumpf. Si je cherche après les voisins de schtroumpf, je retomberai sur le sens de coiffeur. Comme ça. Mais par contre, il faudrait qu'il y ait un seul... Alors parce que c'est un aspect que j'ai pas développé d'un point de vue technique, mais il faudrait que j'ai vraiment qu'une seule forme qui soit remplacée par schtroumpf. L'idée, c'est qu'en réalité, mon système va créer une représentation, enfin un vecteur, par forme. Donc tous les coiffeurs vont faire l'objet d'un seul vecteur unique. Donc si je remplace plein de mots différents par schtroumpf, comme on peut l'avoir dans un schtroumpf où finalement schtroumpf va remplacer un verbe, un nom, un adjectif au passage, et 3 verbes différents sur une même page. Là, du coup, en fait, tous mes noms seraient regroupés, enfin toutes mes occurrences de schtroumpf, que ce soit un verbe, un nom, un adjectif ou autre, seraient regroupés sous une seule et même représentation. Ce qui ne s'annonce pas très très bien derrière en termes de résultats. Parce que D'accord, ça merci agrégerait trop de beaucoup. choses. Merci. Alors, on avait une question écrite de Kumquat, un peu au-dessus. Est-ce qu'on a une ontologie des lemmes qui pourrait être couplée à un modèle pour du non supervisé avec renforcement? Alors, c'est à moi d'avoir plusieurs questions par rapport à cette question-là. Alors, des ontologies de lemmes, on en a, mais tout dépend de ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, des ontologies, on en a beaucoup. Tout dépend ce qu'on veut, ce qu'on cherche, etc. Alors après, par contre, qu'est-ce que... je ne suis pas sûre de comprendre quel est le but de la question, alors qui pourrait être couplé à un modèle pour du non supervisé avec renforcement. Alors c'est là que mes limites, que mes connaissances en informatique montrent leurs faiblesses. Alors on pourrait utiliser des ontologies pour faire beaucoup de choses, mais il faudrait peut-être que Kumquat précise un peu sa question.
Eh bien, S'il veut que j'y réponde. Je suis désolée, hein, c'est elle. pour le coup, je dois Eh ben, reconnaître mes limites. et bah, du coup, je pense qu'elle précisera avec plaisir sur l'écrit ou à l'oral, mais bon, je sais pas si tu as la possibilité de parler maintenant, Kumquat. In the meantime, allons demander à Horizon de poser sa question. On t'écoute. Bien, merci. Et du coup, ouais, bravo pour ta thèse et félicitations pour faire ça. J'ai l'impression que tu gères bien la chose. Essaye. Moi, la question que je me posais, c'était par rapport au tout début. Quand tu Ouais. étais en train de parler des scores de proximité Ouais. entre les différents vecteurs, question que je me posais, c'était par rapport aux mots qui sont opposés. Si je prends par exemple plus et moins, ou grand et petit, c'est des Ouais. mots qui sont reliés, mais Ouais. qui sont opposés. Donc comment est-ce que tu fais là? Parce qu'en fait, tu peux pas mettre 1 qui est proche, tu peux pas mettre 0 qui est rien à voir. Là, c'est lié mais opposé. Tu fais quoi? Alors, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Donc les antonymes, les noms sont opposés comme ça. De façon assez intéressante dans les modèles distributionnels, sont relativement bien rapprochés. C'est-à-dire que les systèmes vont les considérer assez proches sémantiquement parce qu'ils vont partager souvent les mêmes contextes. Blanc et noir, enfin bon, c'est pas des bons antonymes. Petit et grand, finalement, on va s'en servir pour qualifier le même type de nom, par exemple. Effectivement, ça va porter sémantiquement des valeurs différentes, mais qui vont jouer sur un même axe sémantique, entre guillemets, si je puis dire ça comme ça. Et donc le système, hein, de fait, vu qu'il va y avoir une distribution assez similaire, il va les rapprocher. C'est un des... Alors, est-ce qu'on peut parler de limite? Je ne sais pas, mais c'est une chose qu'il faut savoir quand on commence à utiliser des systèmes comme Word2Vec, c'est que la notion de similarité sémantique est à prendre de façon très très large. On va pouvoir avoir plein de types de relations sémantiques qui vont être détectées, qui vont être analysées par le système. Donc quand deux mots vont être proches, ça ne va pas nécessairement vouloir dire qu'ils sont synonymes, pas plus spécialement, enfin que ça va spécialement dire qu'ils sont antonymes, mais ça pourra dire que, par exemple, donc ce sera des synonymes ou des antonymes, ou alors ça pourrait être des noms qui sont dans une relation d'hyperonymie, donc typiquement animal et chien. Tout chien est un animal, mais tout animal n'est pas un chien. Donc typiquement, animal et chien vont être rapprochés dans un espace distributionnel. Non pas qu'ils soient synonymes ou qu'ils soient exactement similaires sémantiquement, mais ils sont liés de façon sémantique d'une façon ou d'une autre. Et puis on aura des rapprochements qui vont être de l'ordre de la relation sémantique, de l'association. Alors là, j'ai pas d'exemple en tête précis, mais on va avoir des mots dont on va pouvoir dire d'accord, c'est le même domaine, c'est un peu le même genre de choses, mais ce sont pas des synonymes. Alors là, il faudrait que je teste. J'ai pas testé, donc j'ai pas le système sous la main. Mais si je cherche les voisins sémantiques de chaise, il y a de fortes chances que j'obtienne des choses comme canapé, table, d'autres meubles, d'autres éléments de mobilier, dont on pourra dire, ok, on voit pourquoi ils sont rapprochés, parce que ils appartiennent à un même domaine sémantique. Mais effectivement, on ne pourra pas dire que ce sont des synonymes, on ne pourra pas dire des choses comme ça. Je vois. Ok. Voilà. Et comment est-ce que vous faites? En fait, j'imagine que vous voyez ça après, mais quand un mot a plusieurs sens, je pense à une gaffe, une aventure, des choses, des mots pour lesquels justement on a plusieurs choses qui sont cachées derrière. Ouais. Est-ce que c'est pas un coup? Est-ce que vous vous retrouvez avec des mots qui sont dans le mauvais groupe ou enfin, je sais pas. Tout à fait. Alors, donc moi, c'est un problème que j'ai décidé d'ignorer, non. Je vais devoir le travailler dans ma thèse et je l'aborde d'une façon ou d'une autre. Mais effectivement, donc les phénomènes de polysémie, donc le fait qu'on ait plusieurs sens pour une forme donnée, c'est un problème dans le cadre de l'outil qu'en tout cas moi j'utilise, Word2Vec. Puisqu'effectivement, hein, je le disais tout à l'heure, une forme aura
un seul et unique vecteur, peu importe le nombre de sens qu'il aura d'associés. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est tout ce qui va... Le verbe voler, par exemple. Ouais. Effectivement, donc là, on a le vol, l'action de voler, tel un avion dans le ciel ou tel un aigle majestueux. Et on a l'option de voler, de faire l'action répréhensible aux yeux de la loi, etc. À l'heure actuelle, le système agrège l'ensemble des contextes de voler, peu importe qu'il s'agisse de voler l'avion ou voler l'orange, et nous propose une sorte de résultat qui va agréger tout ça. Alors, ce qui va se passer la plupart du temps, c'est qu'en réalité, dans un corpus, il y aura peut-être une des deux acceptions sémantiques qui va ressortir davantage que l'autre. Donc, en fait, je dis ça au hasard, mais dans un corpus donné, ce sera peut-être le volet de l'avion qui va être davantage utilisé, donc c'est davantage ça qui va ressortir derrière quand on va regarder les voisins, par exemple. Donc ça, c'est un cas de figure qui, finalement, prend en compte. En tout cas, qui efface un peu la question de la polysémie. Et puis, on a les cas où, finalement, les deux acceptions vont être utilisées de façon assez similaire d'un point de vue quantitatif, et où le résultat sera un peu hybride. Donc là, c'est les cas où les vecteurs ne seront pas très pertinents parce que les résultats vont être un peu bruités, brouillés. Là, avec Word2Vec, on n'a pas de solution à ce stade-là. Ou alors, il faudrait peut-être au préalable annoter le corpus et dire cette acception de volet, c'est volet avion, et c'est volet l'orange. Mais ça demande aussi tout un travail au préalable d'annotation qui est très très coûteux d'un point de vue de temps, d'un point de vue matériel et humain. Bien sûr. À côté de ça, on a des systèmes qui essayent de contrer ça. Alors, c'est des systèmes sur lesquels j'ai pas travaillé, mais je sais que ça existe. Où en fait, on parle souvent de... Enfin, ça se développe notamment en ce moment avec Google. On parle de BERT et Elmo. Ce sont deux nouveaux systèmes. Alors, si je me trompe pas, ça illustre un peu ce nouveau concept-là. Enfin, ce nouveau nom, c'est en réflexion depuis quelque temps. Mais l'idée, en fait, c'est notamment de faire des vecteurs pour chaque occurrence. Donc, pour chaque occurrence, on va définir sa distribution, etc. Et ensuite, on va tenter de clusteriser, de rapprocher les vecteurs qui semblent avoir des représentations un peu similaires, avec l'idée de pouvoir, comme ça, pour un ensemble de vecteurs, dire a priori, tous ces vecteurs-là de volée, ils semblent avoir à peu près le même genre de distribution de représentation. Donc, on peut faire l'hypothèse que ça va être un vecteur de volée particulier. Et puis là, tous ceux-là qui sont dans ce coin-là, ils ont aussi leur propre comportement, mais qui est différent, a priori, globalement, de ce premier groupe. Et on va pouvoir, comme ça, de façon inductive, reconstituer des vecteurs d'acception. Qui va être propre à chaque sens de volée ou d'aventure, comme tu proposais tout à l'heure. Je ne sais pas encore trop comment quelle efficacité ça a. Je me suis pas encore trop renseignée sur la question. Mais voilà, il y a ce genre de systèmes aussi qui ont été un peu travaillés pour tenter de contrer cette question de la polysémie. Je vois. J'ai une toute dernière question qui est un peu plus ouverte, un peu moins liée directement à ton sujet, mais en partie, c'est est-ce que tu sais comment sont traités justement dans le traitement automatique des langues, les mots tels que beaucoup, peu, très, tous ceux qui sont de quantification ou plus que, moins que, comment est-ce que tout ça s'est traité? Est-ce que dans quel genre de... Est-ce que tous ces mots seront rapprochés? Quel sens sera donné au groupe associé à beaucoup, au groupe peu ou Alors, avec la sémantique distributionnelle, j'ai pas testé, mais il y a de fortes chances qu'ils soient effectivement rapprochés. Parce qu'effectivement, du fait de leur contexte, de leurs usages, on a quand même des choses assez similaires. Pour la sémantique, en tout cas pour la sémantique distributionnelle, j'imagine qu'ils seraient rapprochés. J'ai pas testé, donc là c'est vraiment une supputation de ma part. Mais il y a de fortes chances en tout cas que ce soit le cas. Après, dans d'autres applications du traitement automatique des langues, ça va nécessairement dépendre en fait de la tâche que tu vas faire. En fait, le traitement automatique des langues, c'est tellement de choses à la fois, tellement d'applications,
d'objectifs, de méthodes, etc. que enfin, le genre de questions là que tu me poses, il faut vraiment le contextualiser pour une application donnée, pour une question Ok, donnée, pour pouvoir malheureusement donner plus de. Pour ça que là, je te précise, pour la sémantique distributionnelle, ça donnerait ça. je comprends. Mais après, ça dépendra vraiment de la situation dans laquelle tu t'inscris. J'avais pas d'idée précise en tête pour voir ce que tu en disais toi. Voilà. Ok, bah, merci beaucoup. Et puis bah écoute, bonne continuation. Mais merci à toi. Et on va passer aux précisions du coup de Kumquat qui malheureusement a dû s'éclipser le temps de lui proposer de lui demander des précisions, mais Mhm. on a quand même quelques-unes. Donc elle se demandait déjà si les lemmes avaient été mentionnés vu qu'elle n'avait pas eu toute la présentation. Alors Non, j'ai voilà. pas utilisé en tout cas le terme de lemme, effectivement. Donc tu n'as rien raté sur ça. Donc en fait, quand elle parlait de renforcement, elle disait que c'était en gros une préparamétrisation d'algo pour selon certaines règles. Et donc Ouais. du coup, des règles, enfin l'utilisation d'une ontologie permettrait sans doute de déduire certaines règles ou de faire office tout simplement de règles pour le modèle. Alors, je vois ce que tu veux dire. Alors le truc, en fait, l'idée c'est que ces modèles distributionnels, leur principe, leur avantage entre guillemets, c'est justement qu'on n'a pas besoin de leur fournir au préalable de connaissances linguistiques pour qu'ils fassent leur office. Une ontologie, bon, j'ai l'impression que tu sais déjà ce que c'est, mais effectivement, c'est une organisation, une représentation de connaissances sémantiques hiérarchisées liées entre elles. C'est déjà des connaissances que l'on a dû construire au préalable. C'est déjà tout un travail linguistique que l'on fait, on apporte des connaissances. Et ça va en fait, enfin pas à l'encontre, mais l'idée des modèles distributionnels, c'est vraiment de les laisser faire tout le boulot et derrière d'espérer, et ça semble être le cas, qu'ils nous fassent une représentation sémantique. J'imagine tout à fait qu'on pourrait faire des systèmes, des modèles où on leur apporte déjà l'information sémantique et où derrière, eux peuvent adapter leur représentation, etc. Mais c'est pas dans l'optique, en tout cas de Word2Vec, où le but c'est vraiment d'extraire le sens, d'induire le sens depuis un texte brut sur lequel on fait en théorie le moins de traitements possible. On pourrait techniquement créer un modèle où on lui donne déjà des règles, mais c'est pas c'est pas ce qu'on recherche en tout cas avec les modèles vectoriels. Où là, on essaye vraiment d'intervenir entre guillemets le moins possible, en tout cas d'un point de vue linguistique, pour avoir En fait, vous cherchez à diminuer le biais, enfin éviter d'apporter un maximum de biais. Et donc, à l'inverse, ce que vous cherchez à faire, c'est presque l'inverse, c'est créer une ontologie directement de façon automatique. Alors le biais, il existe déjà dans ces modèles-là. Alors typiquement, quand je vous montrais les exemples, enfin les résultats de des noms en euse versus les noms en ris, on peut considérer qu'il y a une sorte de biais là-dedans. Il y a eu de nombreuses études qui ont montré que on retrouvait des biais, notamment donc sexistes et racistes, dans les modèles distributionnels. Il y avait une étude assez rigolote qui avait été faite sur la base de prénoms plus ou moins connotés, ou en tout cas liés à des ethnies variées. Et il y avait eu des calculs qui avaient été faits en termes de proximité avec différents types de métiers ou différents types de qualificatifs. Et on voyait clairement des corrélations, des rapprochements qui étaient faits entre certains groupes de prénoms et certains types de métiers, qui allaient dans le sens d'une dévalorisation de certaines ethnies, notamment donc, dans les textes qui étaient d'origine anglais-américain, donc des connotations sur les ethnies mexicaines ou autres. Donc on a ces biais intrinsèquement dans le texte, dans les modèles distributionnels. Et justement, il y a certains travaux qui cherchent à modifier les modèles distributionnels pour s'abstraire de ce biais. En fait, l'idée quand on utilise les modèles distributionnels, tels quels sans chercher à les modifier ou autre,
c'est presque, enfin le parti pris est presque de prendre le biais tel qu'il est proposé, dans le sens où ça nous montre quelque chose sur le corpus et sur le contenu langagier du corpus. En fait, c'est là que l'approche linguistique va différer d'une approche thaliste, voire informatique, où les thalistes, donc ceux qui font du TAL, ou les informaticiens, vont chercher à optimiser le modèle pour qu'effectivement il n'y ait plus le biais, parce que pour eux, ça va être considéré comme une source de bruit lié à certaines applications qu'ils font. Alors que nous, en tant que linguistes, on veut juste utiliser l'outil en tant que tel pour apprendre quelque chose sur le corpus, donc sur l'échantillon de langue qu'on a sous les yeux. Ok. Mais donc, comment vous arrivez à qualifier que c'est raciste? Parce que je vais t'expliquer, peut-être ça va t'aider, je vais t'expliquer l'idée qui est derrière. Moi, en bioinfo, je travaille avec des séquences. Et les séquences, finalement, ça peut être considéré comme un espèce de langage. Et dans notre domaine, on a aussi pas mal de gens qui travaillent sur la NLP. Et avoir un équivalent de, bah voilà, cette séquence, elle est raciste, ce serait, par exemple, cette séquence, on l'obtient, on sait que par telle technique, il y a un biais parce qu'il y a un mauvais séquençage, machin. Donc, comment vous arrivez à déterminer que c'est raciste, mis à part vous, avec votre propre connaissance? C'est une bonne question et je n'aurais pas d'autre réponse à apporter à part nous, avec notre propre connaissance. C'est le problème de la sémantique distributionnelle, c'est que typiquement les résultats que je vous montre, c'est sur l'évaluation que moi je fais des voisins que j'observe. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop creusé cette partie-là, mais typiquement pour les noms d'actions en agion-aimant, quand je dis que les âges semblent plus techniques, il faut encore que je puisse rendre ça un peu plus objectif et pas juste « Ah bah moi ça me semble un peu plus technique parce que je sais pas le faire », quoi, par exemple. Ok. C'est une des limites aussi de l'outil pour l'instant. Merci beaucoup en tout cas pour toutes les informations. Mais de rien. Et ainsi donc, on n'a plus beaucoup de questions encore. Si vous avez une dernière question, c'est le moment pour vous manifester. Sinon, on va clore ce MTES et partir sur des discussions un peu plus informelles. Vous allez pouvoir discuter entre vous, hein, vu que je vois qu'il y a beaucoup de personnes intéressées et même compétentes dans le domaine, j'ai l'impression. Et voilà. On va compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et c'est fini pour ce soir. Donc pour l'instant, pour clore, on va un peu teaser le prochain NTES qui sera proposé par Fortuna Marielle, qui va parler de littérature française médiévale et plus particulièrement de théâtre politique francophone de la fin du Moyen-Âge. Donc ce sera dans 2 semaines, le 21. Pour l'instant, le 14, on n'a personne ni rien, on voit rien ni personne. Mais de toute façon, on vous tiendra au courant de tout ce qu'il peut y avoir. Allez, bonne soirée à vous, au revoir YouTube, et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, la cloche et tout ça, hein, étant donné qu'on sort une vidéo tous les mois.